Alors, ces points sont déposés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, au chapitre 8, il y a 2 rapports de dépôt de commission. Je vais y aller un par un, je ne les réunirai pas. En 801, c'est le dépôt du rapport des recommandations de la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports intitulé « Diagnostic du loisir public montréalais ». Et c'est Mme Sigouin qui fera la lecture du rapport. Merci beaucoup, M. Limoges. Mme Sigouin, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente, chers membres du Conseil. C'est à titre de présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports qui me fait plaisir de déposer aujourd'hui le rapport préparé à l'issue du mandat que nous avons mené dans la dernière année en vue de procéder à un premier diagnostic sur l'état du loisir public à Montréal en près de 20 ans. Comme vous le savez, notre administration a décidé de placer le loisir au cœur de ses actions, l'amélioration de la qualité de vie et via le loisir, l'amélioration de la qualité de vie de la collectivité montréalaise. D'emblée, nous avons reconnu le rôle clé que joue le loisir public dans la création de milieux de vie dynamiques et inclusifs. Le mandat de produire un diagnostic du loisir municipal s'inscrit dans cette volonté. Depuis plus de 20 ans déjà, la Ville-Centre a entièrement délégué aux arrondissements la réalisation des offres de services en loisirs auprès de la population montréalaise. Pour ce faire, et au diapason des tendances de l'époque à l'échelle provinciale, elle a également pris ce qu'on a alors appelé le virage partenariat, en confiant à des organismes et à des associations locales spécialisées en loisirs la responsabilité de cette offre de services. Ces organismes que la Ville s'engageait à soutenir sont alors devenus des partenaires incontournables, véritables vecteurs de la réalisation de la mission de loisirs de la municipalité. Alors, 20 ans plus tard, il nous apparaissait important de faire un bilan et de se demander où en sommes-nous aujourd'hui. Alors que les besoins de la population en matière de loisirs changent et se complexifient au fur et à mesure que la démographie évolue, alors que l'accès à des locaux et à des bâtiments de qualité est de plus en plus difficile, alors que les exigences de transparence et de reddition de comptes en gestion des fonds publics obligent à consacrer beaucoup d'énergie aux demandes administratives, parfois au détriment de la réalisation de l'offre de services, nous avons voulu demander aux acteurs du milieu du loisir montréalais comment pouvons-nous mieux travailler ensemble pour répondre aux attentes des citoyennes et citoyens en matière de loisirs et s'adapter aux enjeux de l'heure dans ce domaine. L'élaboration de ce diagnostic a reposé sur 2 processus distincts mais complémentaires. D'abord, à l'automne 2018 et à l'hiver 2019, une démarche de concertation a été menée auprès des équipes en loisirs des arrondissements et des services centraux de la Ville de Montréal, ainsi qu'auprès d'organismes partenaires. Cette démarche a donné lieu à l'identification d'abord des principaux enjeux et défis actuels du loisir public montréalais, ensuite de l'organisation de l'offre de services à la Ville et enfin des perspectives de collaboration qui se présentent dans ce contexte pour le réseau d'acteurs concernés. La Commission a par la suite organisé au printemps 2019 une consultation publique visant à recueillir l'opinion de la population et des représentants d'organismes de loisirs à propos des éléments identifiés à l'issue de la démarche de concertation. 3 assemblées publiques d'audition des mémoires ont été tenues à cette fin en juin dernier, au cours desquelles nous avons entendu l'avis de près d'une trentaine de personnes et près d'une vingtaine de mémoires écrits nous ont été acheminés à la Commission sans être présentés verbalement. Après analyse des commentaires et propositions recueillis, la Commission a tout d'abord constaté que les préoccupations des employés de la Ville de Montréal qui œuvrent dans le domaine du loisir font tout à fait écho à celles exprimées en consultation par les organismes partenaires. Les défis auxquels ces 2 groupes font face, même s'ils les abordent à partir de positions différentes, sont en effet à plusieurs égards les mêmes. Une grande disparité dans les pratiques, une nécessité de revaloriser le loisir et d'en développer une vision commune à l'échelle de la Ville, une lourdeur des procédures administratives qui accaparent de part et d'autre, des défis associés au renouvellement du personnel en période de pénurie de main-d'œuvre, une évolution de la relation de partenariat vers une relation perçue comme davantage contractuelle, un manque de reconnaissance de la contribution du loisir au développement social des communautés, pour ne nommer que ceux-là.
Prenant acte de ces défis, la Commission a formulé ses recommandations autour de 5 grands objectifs qui devraient, selon nous, guider les décisions que prendra l'administration montréalaise au terme de l'élaboration de ce diagnostic. D'abord, la Commission a identifié le développement et l'affirmation d'une vision montréalaise du loisir public comme le premier jalon à poser pour mieux répondre aux besoins de la population montréalaise et s'adapter aux enjeux de l'heure dans le domaine. Cet exercice permettrait de reconnaître le loisir public comme un domaine d'intervention municipale à part entière qui, au même titre, par exemple, que les interventions en sport et en culture, joue un rôle incontournable dans l'amélioration de la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais. Il permet également d'assurer une certaine cohérence dans les actions des multiples intervenants du milieu à l'échelle municipale. Un autre des éléments de synthèse retenus concerne le soutien qui doit être offert par la Ville de Montréal aux 2 principales catégories d'acteurs responsables du développement et du déploiement de l'offre de services de loisirs, soit les arrondissements et les organismes partenaires. Ainsi, la création d'une unité administrative centrale dédiée aux loisirs a été considérée comme un moyen d'intervention privilégié pour appuyer les arrondissements dans leurs interventions et favoriser le développement, le partage et la mise en valeur des expertises. Dans le même ordre d'idées, c'est l'amélioration du soutien aux organismes de loisirs dans leur rôle de partenaire, dans la planification et la réalisation de l'offre de services qui a été identifiée par la Commission comme 3e objectif à poursuivre. Ce soutien devrait s'appuyer sur une clarification, voire une redéfinition des bases du partenariat existant entre la Ville de Montréal, ses arrondissements et les organismes avec lesquels elle collabore. Soucieuse d'aborder le domaine du loisir comme un tout, la Commission a néanmoins tenu à mettre en lumière les particularités de 2 formes de loisirs bien établies à Montréal, mais qui méritent, selon nous, des actions dédiées. Le 4e objectif proposé dans les recommandations consiste donc à reconnaître l'importance du loisir inclusif et adapté, tandis que le 5e insiste sur le besoin de reconnaître la spécificité du loisir culturel et de la pratique artistique amateur qui se pose au cœur même du développement des quartiers culturels à Montréal. Chacun de ces 5 objectifs a été décliné en moyens plus précis de mise en œuvre, consignés dans les 27 recommandations adoptées publiquement par la Commission le 12 septembre dernier et qui apparaissent dans le rapport déposé aujourd'hui. En terminant, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps, énergie et expertise pour contribuer à la réalisation de ce diagnostic. Je souligne tout d'abord la collaboration essentielle des personnes ressources des services centraux et des arrondissements qui ont participé à la démarche de concertation. Celle des chefs de division et directeurs CSLDS en arrondissement, ainsi que celle des représentantes et représentants des organismes partenaires qui ont accepté de participer à la démarche de concertation ou pris la peine de rédiger un mémoire et de nous le présenter. Par ailleurs, nous n'aurions pu réaliser ce mandat sans l'engagement soutenu et enthousiaste de 2 personnes qui nous ont appuyés tout au long des travaux préparatoires à la consultation, soit M. André Thibault, professeur émérite à l'UQTR et fondateur de l'Observatoire québécois du loisir, qui a fait profiter la Commission de son expertise, ainsi que M. Marc-Antoine Dionne, qui s'est récemment vu confier le poste de chef de division sport, culture, loisirs et développement durable et social chez nous dans l'arrondissement du Sud-Ouest et qui a été mandaté par la Direction générale pour accompagner la Commission dans la réalisation de ce diagnostic. Bien sûr, je tiens enfin à remercier vivement les membres de la Commission qui ont travaillé assidûment durant la dernière année à poursuivre ce mandat. Il s'agit de Mme Chantal Rossi, conseillère dans Montréal-Nord, qui est notre vice-présidente, M. Younes Boukala, Mme Michelle Flannery, Mme Micheline Rouleau, tous 3 conseillers dans la Chine, M. Benoît Langevin, conseiller à Pierrefonds-Roxborough, M. Jocelyn Posé de Rosemont-la-Petite-Patrie, ainsi que Mme Stéphanie Watt du même arrondissement, qui a été membre de la commission pendant une partie de ce mandat, Mme Mindy Pollack d'Outremont et M. Alain Vaillancourt, mon collègue dans le Sud-Ouest. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier Mme Myriam Laforce, notre secrétaire recherchiste à la Commission, une précieuse collaboratrice pour l'accompagnement hors pair que nous avons reçu de sa part durant ce mandat.
Alors, je vous invite donc, chers collègues, à prendre connaissance du rapport qu'on dépose aujourd'hui pour votre considération et vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Mme Sigouin. La parole à M. Langevin. Bonjour, Madame la Présidente. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation du diagnostic du loisir public montréalais 2019. Plus d'une centaine de personnes ont participé à cet ambitieux projet. Merci aux équipes en loisirs des arrondissements et des services centraux de la Ville pour leurs précieux conseils et informations. Merci aux citoyens et aux organismes pour leur motivation et leur détermination de faire de leur ville un milieu de vie. Et je veux revenir sur cet élément-là, un lieu de vie. Aux personnes ressources pour leurs expertises et leurs aides. À mes collègues de la Commission permanente de la culture, le patrimoine et les sports pour leur temps et leur travail. Grâce à ce travail, nous avons une meilleure vision des enjeux et des défis actuels du loisir public et de l'organisation de l'offre et des perspectives de collaboration avec l'ensemble des acteurs. Le diagnostic indique que nous avons 5 objectifs à atteindre. Développer et affirmer une vision montréalaise du loisir public, améliorer le soutien aux arrondissements, améliorer le soutien aux organismes de loisirs dans leur rôle de partenaire, reconnaître l'importance du loisir inclusif et adapté, reconnaître la spécificité du loisir culturel et de la pratique artistique amateur. Ces objectifs sont consignés dans 27 recommandations, 27 points de changement et d'amélioration du loisir montréalais pour faire de Montréal une métropole encore plus inclusive dans l'ère du temps et qui répond aux besoins de l'ensemble des citoyens. Encore une fois, merci à tous. Il est temps de se mettre au travail. Avec ce que je viens de dire, j'ai quand même l'obligation de revenir sur le point, sur la question de mon collègue Francesco Mélier, sur l'urgence avec laquelle il faut répondre à la privatisation de nos grands centres communautaires de loisirs. J'entends qu'il y a un plan qui va être mis en place d'ici 1 an. Je pense qu'il faut réagir assez rapidement parce que je veux réitérer que c'est des lieux de vie, c'est des milieux de vie. Et de privatiser, selon moi, malgré la réalité législative, il y a des solutions. Et je voudrais tout simplement faire un appel à l'administration en leur disant qu'il y a des alternatives qui se sont faites dans d'autres villes du Québec, qui se sont adaptées. Et je voudrais tout simplement dire que je suis disponible si jamais il y a l'intention de travailler collectivement sur ce dossier-là. Merci. Merci, M. Langevin. La parole à M. Posé. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors donc, le diagnostic du loisir public montréalais, réalisé dans le cours de la dernière année, a clairement démontré que le milieu attendait depuis longtemps un leadership politique en loisir. Près de 100 intervenants du milieu du loisir montréalais et du Québec ont globalement pris part aux travaux de la Commission présidée par ma collègue Anne-Marie Sigouin, une participation des plus significatives. Depuis les 23 dernières années, sur le plan du loisir, notre ville s'est essentiellement préoccupée de gestion des processus et de reddition de comptes, sans réelle ambition et sans proposer de vision pour le loisir public montréalais. En 2014, on adoptait, dans la présente instance, la politique Montréal physiquement active, une politique publique consacrée exclusivement aux loisirs sportifs et physiques, faisant ainsi le choix de réduire la vaste question du loisir à une seule de ses nombreuses dimensions. L'administration du moment avait entre les mains une opportunité exceptionnelle de prendre un réel leadership en loisirs, mais elle a démontré un manque de vision à cet égard. À l'instar des grandes villes du Québec, je suis très fier que notre équipe politique démontre une volonté claire de donner à Montréal des orientations novatrices en matière de loisirs municipal, afin de le reconnaître pour ce qu'il est réellement, soit un véritable vecteur d'inclusion et de développement tant récréatif que social, sportif, touristique, culturel et communautaire, faisant du loisir un moyen privilégié de prévention et surtout d'action dans chacun des milieux de vie montréalais.
La qualité de vie urbaine en 2019 passe assurément par une meilleure offre en transport collectif, une plus grande mobilité, des politiques progressistes en matière d'habitation et d'urbanisme. Mais il y a plus. L'écoute des intervenants et intervenantes dans le cadre des travaux de notre commission a démontré que le loisir municipal constitue non seulement un vecteur de développement social, mais aussi un puissant catalyseur en matière de développement économique, puisque, de tout temps, l'investissement municipal en loisirs a servi de levier pour générer une contribution substantielle de la collectivité au service public. Une ville encaissant en moyenne, pour chaque dollar investi en loisirs, 29 sous de revenus, ce qui en fait la proportion la plus élevée des contributions des services municipaux. Maintenant que nous avons fait le point sur les enjeux actuels du loisir public à Montréal, j'ai grande confiance que nous irons encore plus loin afin de mobiliser tous les partenaires œuvrant en loisir municipal autour d'une même vision, pour en offrir davantage aux Montréalaises et aux Montréalais, pour une offre de loisirs en adéquation avec les besoins et les réalités d'aujourd'hui et bien alignée avec les défis en transition écologique auxquels nous faisons face. Le leadership de notre administration en matière de loisirs se fait sentir aux quatre coins du Québec. Par exemple, il aura fallu l'arrivée de Projet Montréal à la tête de la métropole pour qu'une première fois en 20 ans, des élus montréalaises et montréalais prennent part annuellement à la conférence annuelle du loisir municipal, le plus grand rendez-vous du loisir municipal au Québec. Plus récemment, notre démarche vers un diagnostic du loisir public montréalais a été reconnue et saluée par l'Association québécoise du loisir municipal, l'AQLM, dans sa publication Agora Forum. Montréal reprend enfin la place qui lui revient au Québec en loisir municipal, un leadership longuement attendu et surtout bien accueilli. Je terminerai avec une citation de l'écrivain et récriologue Biz, qui s'exprimait récemment ainsi sur le rôle essentiel des professionnels en loisirs, les récriologues. Des mots qui soulignent bien tout l'impact que peut avoir le loisir au sein d'une communauté pour son développement, et je cite, « Dans l'échelle des professions, les récriologues ne sont pas aussi populaires que les pompiers. Ils n'ont pas d'ordre professionnel comme les ingénieurs. Ils ne gèrent pas le plus gros budget. Ils ne construisent pas d'infrastructures comme les équipes des travaux publics. Les travailleurs en loisirs sont comme le vent. On ne les voit pas, mais on voit le résultat de leurs actions. Leur souffle engendre le mouvement. Ils sont les intendants de l'intangible. Énergiques et optimistes, ils sont vaccinés contre le cynisme. Ils sont des ingénieurs sociaux qui bâtissent des ponts entre les citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Posé. La parole à Mme Goulet. Merci, Madame la Présidente. Alors, le loisir occupe une place importante, on le voit dans le quotidien de milliers de Montréalaises et de Montréalais. C'est une facette essentielle à la qualité de vie de nos communautés et c'est pourquoi notre administration a voulu se pencher sérieusement sur la question du loisir. Au cours des dernières années, les arrondissements, qui sont les premiers responsables et experts de cette mission municipale, se sont employés un peu seuls à soutenir les loisirs publics à Montréal. Il était temps donc de jouer un rôle de leadership pour miser sur les forces en présence et trouver des pistes de solutions pour corriger les lacunes. Ce diagnostic très précieux de la Commission aura constitué un exercice d'une richesse remarquable qui démontre d'ailleurs toute la richesse du loisir et des acteurs de ce milieu. Je remercie l'ensemble des commissaires pour leur engagement, leur temps et leur expertise dans cet exercice. Je félicite aussi le milieu du loisir pour sa mobilisation. Plusieurs citoyens ont participé à la consultation, plus de 30 organismes locaux, une forte représentation des centres communautaires de loisirs, des organisations régionales ou provinciales et des fédérations, un arrondissement ainsi que la table des directrices et des directeurs en loisirs des arrondissements. Alors, comme les 3/4 de la programmation municipale en loisirs est offerte par des organismes partenaires, c'est en étroite collaboration avec eux que nous allons travailler à revaloriser cette dimension essentielle au développement de nos communautés, dont souvent les personnes les plus vulnérables d'entre elles. Il s'agit aussi d'un investissement fort profitable pour Montréal. Chaque dollar investi par la Ville représente 37% de la valeur totale du service rendu à la population. Le reste étant lié à la tarification et
et à l'apport bénévole. Alors, les organismes font souvent, on le sait, des miracles avec des moyens pas toujours énormes, et ils l'ont dit énormément pendant la consultation. C'est dans une vision commune et dans une approche partenariale renouvelée que nous voulons travailler. Et je le répète, nous nous doterons d'un plan directeur des infrastructures communautaires. Nous travaillons à préserver les YMCA par une entente intégrée avec la Ville. Nous voulons préserver nos centres communautaires comme des lieux dédiés aux loisirs et aux autres services à la population. Le loisir public montréalais est un atout de nos communautés qu'on veut absolument préserver. Alors, nous avons entendu le message des partenaires et bientôt, bien, le comité exécutif pourra répondre à l'ensemble des 27 recommandations et ensuite, on se mettra au travail. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. Alors, ce rapport est déposé, Monsieur le leader. Madame la Présidente, en 802, c'est le dépôt du rapport des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Lutte contre les changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Et c'est M. Miele qui en fera la présentation. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Monsieur Miele, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la mairesse, Madame la Présidente, chers membres du Conseil, à titre de vice-président de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, j'ai le plaisir de déposer aujourd'hui le rapport préparé à l'issue d'une étude que nous avons menée ces derniers mois en vertu de notre pouvoir d'initiative et qui portait sur la lutte contre les changements climatiques, les bonnes pratiques et les outils d'aide à la réduction des émissions de GES à Montréal. Vous le savez, la Ville travaille actuellement à la mise à jour du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'agglomération de Montréal qui arrive à l'échéance en 2020. Elle envisage pour ce faire l'adoption d'un plan d'action climat qui intégrerait à la fois les orientations à prendre pour mieux s'adapter au changement climatique, mais aussi celles qui doivent être mises en place pour mieux répondre à l'urgence climatique et réduire les émissions de GES de la collectivité montréalaise. 2 dépôts qui ont été faits un peu plus tôt aujourd'hui. La Commission souhaitait modestement contribuer à cette réflexion de 2 manières. 1, en se penchant d'abord sur les bonnes pratiques qui permettent aujourd'hui de mesurer les émissions de GES en vue de mieux les réduire, et 2, en proposant des pistes d'action pouvant amener les services centraux, les villes liées, les arrondissements montréalais à intégrer ces bonnes pratiques à leur façon de faire ou encore approfondir et accélérer la mise en place de certaines mesures de cet ordre qui sont déjà implantées ou en cours d'implantation. L'étude de ce dossier, Madame la Présidente, par la Commission s'est déroulée de janvier à juin 2019, dans le cadre de 6 séances de travail au cours desquelles nous avons rencontré le personnel de direction de différents services municipaux engagés dans les efforts de lutte contre les changements climatiques ainsi qu'une experte du domaine. La Commission a également pu échanger avec certains services dont les activités ont une incidence particulièrement marquée sur le bilan d'émissions de GES de l'administration municipale. À partir des constats qui ont pu être tirés de ces rencontres, la Commission a formulé 18 recommandations que vous pouvez lire dans le présent rapport. Ces recommandations visent, d'une part, à améliorer la mesure des émissions de GES à Montréal et la reddition de comptes à cet égard. Nous proposons, par exemple, de développer les indicateurs prospectifs d'évaluation des émissions de GES de la collectivité ou d'intégrer plus systématiquement la prise en compte des émissions indirectes, le scope 3, dans l'exercice d'inventaire des émissions de GES générées par les activités municipales. D'autre part, les recommandations contenues dans ce rapport visent à inciter l'administration à poursuivre son action pour réduire ses émissions, entre autres en intégrant le plus souvent possible une approche cycle de vie au processus décisionnel, par exemple en matière d'approvisionnement, incluant l'achat de véhicules motorisés ou de gestion des matières résiduelles. Nous reconnaissons que l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique est d'une grande envergure et qu'il exige à divers égards des changements fondamentaux dans la planification urbaine et la conduite des affaires municipales. La Commission n'avait pas la prétention, en conduisant ce mandat, d'offrir un portrait exhaustif des interventions susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs que l'agglomération s'est fixés en matière de réduction des émissions de GES, lesquels, rappelons-le, visent l'atteinte de la carboneutralité à l'horizon 2050. Nous déposons aujourd'hui plutôt ce rapport afin d'inciter les acteurs concernés à poursuivre leurs efforts pour réduire les émissions de GES et ainsi accélérer
les progrès dans les démarches collectives de lutte contre les changements climatiques à Montréal. Je tiens, en terminant, Madame la Présidente, et au nom de la Présidente de la Commission, Madame Valérie Patreau, dont je remercie pour son excellent travail, conseillère d'arrondissement d'Outremont, je souhaite remercier les représentantes et les représentants de la Division de la planification et du suivi environnemental, auparavant au service de l'environnement et aujourd'hui au Bureau de la transition écologique et de la résilience, qui ont été les premiers à alimenter la réflexion de la Commission dans ce dossier. Nous remercions également pour leur disponibilité et leur expertise les représentantes et les représentants du service de l'urbanisme, de la mobilité, du service de l'eau, du service de l'approvisionnement, du service du matériel roulant et des ateliers, ainsi que Mme Annie Levasseur, professeure en génie de l'environnement de l'École de technologie supérieure. Je remercie également les membres de la Commission pour leur collaboration dans l'étude de ce dossier. D'abord, la vice-présidente, Mme Maria Tutino, mairesse de ville de Baie-d'Urfé, les membres Christine Black, qui ont siégé jusqu'au mois de septembre, Mme Josefina Blanco, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Gilles Désiel, M. Christian Larocque, qui était membre de la commission jusqu'en avril, Mme Fanny Magini, M. Jérôme Normand, le collègue qui interviendra, M. Philippe Roy, Mme Meva Vilaine, à qui mes pensées vont en ce moment et on lui souhaite tout le meilleur et un prompt rétablissement. Vous me permettrez, en conclusion, de remercier également Mme Myriam Laforce, la secrétaire recherchiste de cette commission. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Miele. La parole à M. Normand. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, en tant que membre de la Commission et membre de l'administration, je souhaitais ajouter quelques mots. On va tous s'entendre que la Ville doit être exemplaire en termes de lutte contre les changements climatiques. Et au niveau de la transition écologique, on croit qu'elle doit être transversale dans tous les services de la Ville. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que la Commission a mené ses travaux en rencontrant les différents services de la Ville, puis en soulignant les bons coups, mais aussi les éléments qu'il faudrait appuyer ou accélérer. Et on l'a mentionné, l'administration travaille à un plan d'action climat qui sera ambitieux avec des actions fortes et qui vont permettre l'atteinte des objectifs que la mairesse a fixés et a discuté notamment à l'ONU il y a quelques semaines à peine. Et donc, on souhaite vivement que l'opposition collabore de façon constructive à la mise en place de ces actions fortes-là qui vont viser vraiment des changements de comportement collectifs et individuels. Madame Lavigne-Lalonde l'a souligné tout à l'heure. On pense que l'urgence climatique actuelle doit nous unir et non pas nous diviser. Et en ce sens-là, le travail de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs est vraiment de bon augure. Faut le souligner. Il y a un intérêt commun à participer à l'effort, puis on souhaite donc que cette collaboration-là va perdurer non seulement au niveau des travaux de la Commission, mais au niveau de la mise en œuvre de ce plan d'action qui sera ambitieux et qui arrivera dans les prochains mois. Merci. Merci beaucoup, M. Normand. Alors, ce rapport est déposé. M. le leader. Madame la Présidente, chapitre 11, dépôt de pétition. Est-ce qu'il y en a? Aucune. Au chapitre 15, Madame la Présidente, une seule déclaration. C'est la déclaration pour souligner les 100 ans de tourisme à Montréal et c'est la mairesse de Montréal qui va la présenter. Merci. La parole à Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Oui, 100 ans pour Tourisme Montréal. Donc, on s'imagine qu'en 100 ans, là, il s'en est passé des choses et que la ville, elle a bien changé, elle a bien évolué. On pourrait penser à toutes ces transformations, tant au niveau de la population, mais aussi au niveau du transport. On avait un tramway, on n'en a plus, on en aura peut-être un à nouveau, qui sait. Alors, ça se transforme. Je pense aussi à nos quartiers qui ont changé eux aussi. Et j'aime dire que le tourisme à Montréal, c'est vrai souvent, il se concentre au centre-ville, on pense au festival, on pense à tous les événements qui attirent les touristes, mais également, Montréal est reconnue et elle est de plus en plus aimée par les touristes pour sa vie de quartier, ses arrondissements qui sont tous très variés. Et c'est quelque chose qu'on souhaite encourager et qui est dans la mire également de Tourisme Montréal en se disant, ben cette vie de quartier si unique, si diversifiée, mettons-la de l'avant. Alors, vraiment, Tourisme Montréal
Je tiens à dire que c'est également c'est un joueur important au niveau du développement économique de la Ville de Montréal. Avec tout le travail des équipes de Tourisme Montréal, non seulement on a augmenté de façon substantielle d'année en année l'offre touristique, l'offre également d'hébergement. Ça a attiré de plus en plus de touristes et c'est ce qui fait que d'année en année, vraiment, on a... ça fait venir le monde, mais ça fait également dépenser le monde. Et ça, on aime ça. Des boutiques, des magasins, des restaurants, des bars, des événements qui sont pris d'assaut par les touristes. Dernier élément aussi, quand on va à Tourisme Montréal, il ne faudra pas oublier l'élément des congrès. Tourisme Montréal est souvent derrière l'organisation ou du moins le repérage de grands événements qui aussi contribue à la santé économique de notre métropole. Alors, pour avoir eu le bonheur d'aller rencontrer les équipes pour leur anniversaire, étant donné que j'étais en mission en Scandinavie pendant le jour de l'anniversaire de Tourisme Montréal, j'ai pas pu être sur place, mais j'ai tenu à y être, faire une petite visite, aller rencontrer les équipes, aller voir toutes celles et ceux qui font connaître notre belle métropole partout à l'étranger et qui font également du démarchage. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tourisme Montréal? Bien sûr, un bon anniversaire et un autre 100 ans à accompagner la ville, à la faire connaître, à la faire découvrir à des milliers, même des millions de touristes à travers le monde. Merci beaucoup. Merci, Madame la mairesse. La parole à Monsieur Salem. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais ajouter mon nom comme appuyeur à cette déclaration. Vous savez, on sait tous que le tourisme est devenu une activité incontournable pour les grandes villes. L'affluence de visiteurs de partout dans le monde permet de diffuser notre culture, mais aussi de faire entrer de l'argent étranger dans notre économie. D'ailleurs, elle a fait mention, Madame la mairesse, à l'origine de la création de Tourisme Montréal qui s'appelait dans le temps le Tourist Bureau of Montreal. On ne pouvait envisager que l'organisation serait aussi importante et professionnelle. D'abord, une organisation centrée sur la voiture, elle est devenue au cœur des stratégies d'attractivité de la Ville de Montréal. Juste en 2018, Madame la Présidente, il y a eu 57 200 emplois qui sont générés par l'industrie touristique ici même, et il y a eu une injection de 2,6 milliards de dollars dans notre économie montréalaise comparée à 3,78 milliards pour tout le Québec. De la vision de départ, il y a 100 ans à aujourd'hui, ce qui caractérise certainement le plus Tourisme Montréal est sa capacité d'adaptation à son époque. Je vous invite à lire l'histoire de Tourisme Montréal vous y reconnaîtrez l'histoire de Montréal et le reflet de ses grandes transformations sociales, politiques, économiques. J'aimerais juste penser par exemple à l'Expo universelle de 67, aux Jeux olympiques en 76, au lancement du Grand Prix de Montréal pour ne nommer que ces activités-là. 100 ans d'ailleurs, ce n'est pas rien, surtout en Amérique du Nord. On salue le passé, mais nous allons ensemble rêver le futur. La démocratisation de la voiture, la guerre et l'après-guerre, la révolution tranquille et l'arrivée des réseaux sociaux sont tant de changements sociaux qui ont marqué l'histoire de l'organisation. Force est de constater que Tourisme Montréal est capable de tirer profit des défis auxquels il fait face. On peut être fier aujourd'hui de ce que les Montréalais ont accompli à travers cette institution. Juste en 2018, Montréal est la première ville d'Amérique du Nord en accueil d'événements internationaux et 10e parmi les villes les plus réputées d'Amérique du Nord. 11 millions de touristes ont visité Montréal en 2018. C'est beaucoup de monde. Le rapport de vendredi dernier de l'organisation, d'ailleurs, montre que la métropole se porte très bien. 5% d'augmentation de touristes internationaux pour la belle période de 2019 et on pense à une augmentation de 2,1% pour l'année de touristes de toutes parts. Encore de beaux chiffres pour notre belle métropole. Beaucoup de gens qui ramèneront avec eux des souvenirs de Montréal dans leur cœur et dans leur mémoire. Nous ne serons pas là pour voir de quoi aura l'air Tourisme Montréal dans 100 ans, mais je suis certain que celui qui se lèvera dans cette enceinte pour célébrer les 200 ans de l'organisation, il décrira une organisation aussi forte, sinon plus que nous se lèverons aujourd'hui. Longue vie à Tourisme Montréal et félicitations pour l'équipe qui est en place, qui fait un excellent travail. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Salem. Donc, cette déclaration est adoptée. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène au chapitre 80, au chapitre 20 du chapitre 80, et je vais proposer, et je serai appuyé par Mme Pompéanou, de réunir les items 2001 à 2005
En 2001, on accorde 2 contrats aux firmes, les produits Turf Car Canada et Lange Patnaud d'équipement pour la fourniture de 38 véhicules tout-terrain. En 2002, on conclut avec CIL Orion 2 ententes cadres pour une période de 36 mois pour la fourniture de fusées routières. En 2003, on accorde un contrat à RefTech International pour des travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues. En 2004, on approuve un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de la SHDM un terrain constitué du lot 2 596 622 du Cadastre du Québec. Et en 2005, on accorde un soutien financier non récurrent de 2 790 000 sur une période de 3 ans à l'Office des congrès du tourisme du Grand Montréal. Merci, M. Leder. Donc, ces points sont adoptés. Je propose, Madame la Présidente, de réunir 26 à 20. En 26, on approuve des projets d'avenant modifiant les 2 ententes cadres adjugées à Logistique Unicorp. En 2007, on accorde un contrat de gré à gré à West Safety Service Canada pour le renouvellement du contrat de support et d'entretien du système informatique d'acheminement des appels du centre d'urgence 911. En 2008, on accorde 3 contrats d'une valeur totale de 924 487 $, taxes incluses, à Paysagiste Solarco 17 8001 Canada Inc., Groupe Niki et les entreprises Robert Inc. pour du déneigement. En 2009, on autorise une dépense additionnelle de 397 848 $ au lieu de 415 174 $ pour l'acquisition de 2 logiciels Hexacom et de licences d'exploitation Hexacom. En 2010, on accorde un contrat à Imprime Emploi pour l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou de bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal. Je peux être par M. Ouellet. Tant de possibilités. Merci, M. Leder. La parole à M. Sari. C'est sur quel point? Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur le point 80-20-07 par rapport au centre d'appel du 911. Bien évidemment, on a un fournisseur exclusif dans ce dossier-là. Puis, on est sur un budget total au niveau de ce contrat d'à peu près 2 millions de $. On ne peut qu'appuyer ce contrat. Cependant, en lisant un peu le sommaire décisionnel, on voit clairement que le fournisseur explique d'une manière très très claire dans le contrat les exclusions. Et je vais en nommer quelques-unes de ces exclusions-là. Et je prends par exemple, le fournisseur n'assume aucune responsabilité pour les données des centres d'urgence 911. Toutefois, le fournisseur vérifiera que les copies de sécurité sont complètes correctement et prendra des actions correctives si nécessaire. Le tarif du fournisseur pour la résolution d'un tel problème sera de 250 $ de l'heure. Le problème non attribuable au logiciel qui est lui-même juste le logiciel d'interface et non pas du centre d'appel ne sont pas tenus par le fournisseur. La mise à niveau matérielle pouvant être nécessaire n'est pas tenue par le fournisseur. Les fournitures de consommables ne sont pas tenues par le contrat avec le fournisseur et aussi l'augmentation, s'il y a lieu, de l'espace disque pour répondre aux besoins du logiciel ne sont pas tenues par le fournisseur. Ça nous amène à une question quand même, c'est 2 millions de $ à peu près pour une période bien déterminée. Mon inquiétude par rapport à ce genre de service, notamment en technologie d'information, c'est comment on peut contrôler ce coût. Comment on pourrait avoir une certaine maîtrise de dépassement de coûts. Parce que juste en analysant, je dis bien juste en analysant les exclusions bien spécifiées dans le contrat, je peux vous dire, avec une petite expérience que j'ai dans le domaine, qu'on pourrait aller dans les 3 millions et 3 millions et demi, tout simplement juste en question de dépassement de stockage, tout en question de changement de matériel, notamment du 911, qui est aussi un centre d'appel pour la Ville de Montréal. Alors mon inquiétude, j'espère que l'administration la partage, c'est comment on peut au moins maîtriser le dépassement de coûts qu'on pourrait avoir sur ce dossier qui est le 80-20-07. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Sari. Madame Foumagali, à vous la parole. Oui, bonjour. En ce qui a trait au point 2008, je suis quand même un peu étonnée qu'on ait donné le contrat à l'externe pour le déneigement du TAS et du parc Frédéric-Batte. Or que nous, en arrondissement, c'était quand même une demande de nos employés de pouvoir le faire. Nos clos sont à proximité et tout était là pour que ça puisse se faire à l'interne. Merci. Merci, Madame Foumagali. Monsieur Croteau, à vous la parole.
Oui, merci Madame la Présidente. En droit de réplique au point 80-20-07. Merci M. Sari d'avoir partagé vos inquiétudes et je vous dirais que fondamentalement, le point que vous soulevez est surtout lié à notre capacité à nous assurer de la confidentialité et de la gestion des données recueillies dans ce type de système. Et encore plus ici, ce qui concerne la sécurité publique. Il y a plusieurs éléments qu'il faut regarder sur la manière dont on peut le faire. Je vous dirais, le premier élément fondamental, c'est qu'actuellement, à cause des ententes internationales sur les accords commerciaux, il n'est pas possible pour une municipalité comme la nôtre d'imposer des stockages de données sur notre territoire et une maîtrise totale de la question des données. Ce qui veut dire que, malheureusement, dans un cas comme celui-ci, on est obligé d'aller en clause d'exception pour la question des données. Et donc, avec le SPVM, ce qui est arrivé et ce qui risque de se produire, c'est l'augmentation de la sécurité nécessaire pour la gestion et la coordination des données va nous pousser à revoir la manière dont on gère les données. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déposé un projet de charte des données et que nous sommes en processus d'adoption d'un modèle des gouvernances de données. Bien entendu, on aura besoin du gouvernement provincial pour modifier les lois, pour permettre aux municipalités d'avoir plus de pouvoir sur l'approvisionnement et la gestion de nos données. Je n'ai pas à vous rappeler toute la question des piratages de données qui a eu lieu dans plusieurs entreprises, ce qui fait que pour nous, c'est un élément hyper sensible, d'autant plus dans ce dossier-ci. Donc, à court terme, je ne peux pas vous rassurer sur la question des dépassements de coûts parce qu'ils sont essentiels sur la gestion des données, la confidentialité des données, surtout avec ce dossier-ci, surtout avec la question de la sécurité publique. Mais je tiens à vous rassurer que nous travaillons ardemment sur des solutions parce que la problématique n'ira pas en s'amenuisant avec les années à venir. Au contraire, la population et les institutions publiques sont excessivement sensibles et préoccupées par notre capacité à bien protéger les données de nos citoyens et de l'ensemble de nos services offerts aux citoyens et à la population. Voilà. Merci, M. Croteau. M. Ouellet. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique pour 20.08. Je suis un peu étonné du commentaire de la mairesse de Villeray-Saint-Michel par extension. Comme vous le savez, dans notre propre arrondissement, il a fallu diminuer d'un territoire la partie faite en régie, étant donné qu'il n'y avait juste plus assez de cols bleus qui étaient intéressés à faire de la neige. Et évidemment, étant donné que la neige tombe partout en même temps sur le territoire, bon, c'est sûr que là, c'est des stationnements qui peuvent se faire de nuit, donc c'est pas, donc c'est un peu plus spécifique. Mais je veux dire, cette pénurie-là de personnel interne qui veut faire des contrats, on est déjà en diminution sur notre service de base qui est offrir de la sécurité au niveau de nos citoyens, au niveau des trottoirs et des rues. Donc, je suis bien heureux, en fait, que si on a à prioriser, ce soit justement pas nos cols bleus qui effectuent un déneigement d'un stationnement de nuit. Merci. Merci beaucoup. Donc, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène à réunir les items 2011 à 2015. En 2011, on exerce la dernière option de prolongation pour une période d'1 an, prévue à la Convention pour le service professionnel d'actuaire dans le cadre du contrat accordé à Morneau-Chepel. En 2012, on autorise l'ajout de produits et services accessoires au catalogue de l'entente 1146-51P dans le cadre du contrat accordé à Rogers Communications. En 2013, on approuve le projet d'une troisième convention de prolongation de bail par laquelle la Ville loue un local situé au 1805 rue Fleury-Est. Et en 2014, on approuve le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue des locataires Les Lofts, 5000-Iberville, un espace de bureau au 5000-Iberville. Et en 2015, on accorde à Entrepreneur paysagiste Strathmore les contrats pour les lots 1 et 2, à Serviforêt le contrat pour le lot 3, à Élagage Prestige le contrat pour le lot 5 et Arboriculture de Beauce pour le lot 6 pour les travaux d'abattage de frênes, les périssants et d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Donc, ces points sont adoptés. Madame la Présidente, nous allons donc réunir les items 2016 à 2020. Et en 2016, nous approuvons le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de développement immobilier Grilly pour des fins de parc, un terrain vacant constitué des lots indiqués au dossier décisionnel à proximité du chemin de l'Anse-à-l'Orme dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. En 2017, on exerce
l'option de prolongation prévue au contrat de collecte de transport et élimination pour 4 arrondissements et au contrat d'élimination pour 6 arrondissements et 5 villes liées. En 2018, on conclut une entente cadre avec Groupe Marchand Architecture Design et les services EXP pour des services professionnels en architecture et en ingénierie pour divers projets de la Division de la sécurité publique et d'espace pour la vie. En 2019, on accorde un contrat à conseiller en gestion informatique CGI pour les services d'experts conseil avec le logiciel Maximo au service de l'eau. Et en 2020, on accorde un contrat à Kemira Water Solutions Canada pour la fourniture et la livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-R Marcotte et aux usines de production d'eau potable. Merci beaucoup, M. Leader. Madame la Leader, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, pour les rapports de la Commission, sur le premier dossier 80-2018, donc groupe Marchand et compagnie, contrat de service professionnel de plus de 1 million pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. L'écart est de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Alors, il s'agissait de conclure une entente cadre d'une durée de 48 mois avec possibilité d'une prolongation de 12 mois pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets dans la division de la sécurité publique et d'espace pour la vie, donc le lot 1, qui était le service de police de la Ville de Montréal, de la direction de la gestion des projets immobiliers. Alors, une dépense totale de 5,2 millions, plus contingence de 680 000. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu un soumissionnaire. Les membres de la Commission ont compris les éléments qui expliquent la réception d'un moins grand nombre de soumissions, notamment en raison d'un contexte de saturation du marché des services professionnels en ingénierie et en architecture, ainsi que de l'introduction d'un devis plus détaillé, comportant davantage d'exigences contractuelles, notamment en lien avec la nécessité des vérifications des antécédents des ressources, et ce, tel qu'exposé par le service. Les commissaires ont également compris que la non-conformité des autres soumissionnaires repose essentiellement sur la méthode d'attribution de l'entente cadre en différents lots, ce qui permet aux firmes de soumissionner sur chacun des lots, tout en limitant à 2 le nombre de lots attribués à une même firme, à condition d'y avoir attribué des équipes distinctes. En outre, les membres de la Commission ont apprécié les réponses à leurs questions concernant l'efficience des ententes cadres qui ont permis aux services de préciser que ceci assurerait à la Ville d'obtenir des services sur demande et permettrait donc définitivement d'accélérer les travaux dans ce marché extrêmement saturé. Les firmes déjà sous contrat peuvent entreprendre les projets au fur et à mesure de la prise de décision des instances décisionnelles sans occasionner davantage de délais pour débuter les plans et devis nécessaires à la réalisation des travaux aux différents bâtiments visés, notamment plusieurs immeubles techniques du SPVM. Les commissaires apprécient que le service ait pu mener à bien une négociation du prix avec le seul soumissionnaire conforme qui a accepté de réviser son prix à la baisse, faisant ainsi diminuer l'écart de prix de 32 % à 28 %. Donc, en bout de ligne, les commissaires ont appris aussi que le coût des services professionnels visés est établi en pourcentage de la valeur des travaux réalisés, ce qui fait que les coûts sont équivalents et que les contrats sont attribués en pièces ou en lots. Et nous avons ultimement décrété à l'unanimité la conformité du dossier. 80-20-19, conseiller en gestion et informatique CGI, contrat de services professionnels d'une valeur de plus d'1 million pour lequel l'écart est de plus de 20 % entre l'estimation interne et la soumission de l'adjudicataire. Il s'agissait d'accorder un contrat de 36 mois pour les services d'experts conseil avec le logiciel Maximo au service de l'eau pour une somme maximale de plus d'1 million. Les commissaires ont constaté la conformité de ce dossier et ont obtenu toutes les réponses à leurs questions concernant l'écart de 28,2 % favorable à la Ville. Il en a été déduit que cet écart est le résultat de 2 éléments. Première des choses, la combinaison de la base de calcul utilisée pour établir les taux horaires dans l'estimation interne était trop élevée. Et deuxième des choses, la tendance des soumissionnaires de ce marché qui pratiquent actuellement des prix à la baisse, notamment l'adjudicataire dont la stratégie de prix des plus agressives lui a permis d'obtenir le contrat. En outre, le service des technologies de l'information a pu, à la demande des commissaires, établir le lien entre ce contrat et les 2 autres contrats pour le projet Maximo,
l'un visant la maintenance industrielle pour faire évoluer l'application en tant que telle, et l'autre visant le développement en prévision du déploiement de Maximo dans les arrondissements. Les commissaires ont apprécié enfin d'apprendre qu'une ressource TI allait assurer l'arrimage des 3 volets du développement de Maximo. Et enfin, Kemira Water Solutions, contrat de plus de 10 millions, contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres et l'adjudicataire en est à son 3e octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent. Il s'agissait ici d'accorder un contrat de 12 mois avec 2 options de renouvellement d'une année chacune pour la fourniture et la livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean R. Marcotte et aux usines de production d'eau potable pour une somme maximale d'un peu plus de 11 millions. Les commissaires ont bien compris les raisons pour lesquelles les 2 firmes n'ont pas déposé de soumission dans le marché des coagulants, qui compte très peu de fournisseurs, l'une en raison d'un manque de capacité de production et l'autre en raison d'un carnet de commandes rempli à pleine capacité. Les membres ont également pu obtenir toutes les réponses à leurs questions sur les coagulants, une matière nécessaire en grande quantité et essentielle au fonctionnement des usines d'épuration des eaux usées, ainsi qu'aux usines de production de l'eau potable de toutes les villes. D'ailleurs, plusieurs villes du Québec regroupent des achats au sein de l'UMQ. La Commission retient que la réalité contractuelle de Montréal, apparemment saturée, est comparable à celle et en cours à Toronto, par exemple. En ce qui concerne le prix, il s'avère que la firme Kemira a soumis des prix très élevés, de l'ordre de 52 % plus élevés que ceux obtenus dans le cadre d'octroi précédent à cette même firme, de l'avis du service de l'eau, études de marché à l'appui. Cette pratique de prix à la hausse est injustifiée, et ce, en raison de la tendance à la baisse de l'ordre de 10 % du prix des matières et des carburants diesel nécessaires au transport des matières par camion-citerne. De plus, le service a expliqué ses démarches de négociation avec le fournisseur qui ont malheureusement été vaines dans ce dossier. Par conséquent, la stratégie de repli du service a consisté à octroyer le contrat selon l'alternative permettant de limiter la durée du contrat à une seule année pour relancer un appel d'offres et recevoir de nouvelles soumissions dans un contexte plus favorable. Finalement, la Commission est satisfaite des informations obtenues du service de l'eau et rassurée d'apprendre que, d'une part, des travaux sont en cours en collaboration avec le service de l'approvisionnement en vue d'élaborer une nouvelle stratégie d'appel d'offres pour les coagulants et que, d'autre part, des tests sont continuellement effectués pour évaluer d'autres produits d'une efficience comparable aux coagulants actuellement utilisés. Ultimement, les commissaires ont octroyé la conformité de ce dossier à l'unanimité. Merci. Merci, Mme Hébert. C'est vrai que ça vaut une bonne main d'applaudissement. Madame la Présidente, on salue l'effort de Mme Boivin-Roy, qui a vraiment été jusqu'au bout, malgré une extinction de plus en plus. Pour les autres, pour soulager Mme Boivin-Roy, je suggère que s'il y a d'autres rapports de la Commission d'examen des contrats, qu'ils soient lus par le vice-président de la Commission, pour soulager votre gorge, Mme la leader. Merci, Monsieur le leader. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader, on poursuit. Madame la Présidente, au chapitre 30, je vais réunir les items 30.01 à 30.05. Et en 30.01, on adopte une résolution visant à maintenir jusqu'au 31 décembre 2020 la délégation au Conseil de la Ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal. Au 30.02, on autorise un virement budgétaire de 650 000 $ du budget des dépenses contingentes de compétences d'Aglo pour l'année 2019 vers la Société du Parc Jean-Drapeau. En 30.03, on autorise la modification de la source de financement ainsi que de l'année de la dépense, de sorte que la dépense de 294 910 $ soit entièrement imputée au PTI 2019 dans le cadre du contrat accordé à Kérus Canada. Et en 30.04, on mandate la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs pour tenir une consultation publique sur le projet de plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal. Et en 30.05, on soustrait du processus d'étude par la Commission permanente du Conseil d'agglomération sur l'examen des contrats, tout contrat devant être octroyé par le comité exécutif conformément au pouvoir qui lui sera délégué en vertu du règlement de délégation inscrit à l'article 4202, et ce, malgré la résolution CG 11-0082.
Merci, M. Lida. La parole à M. Rotran. Madame la Présidente, j'ai quelques petites questions sur 3001. Chaque année, on a exactement la même motion qui est votée pour effectivement déléguer au conseil municipal de la ville certaines responsabilités qui sont actuellement, selon les lois qui a créé l'agglomération de Montréal, à l'agglomération et pas ici. Et aucune objection des membres du conseil ni des maires de banlieue qui sont nos partenaires dans l'agglomération. Je pense que presque tout le monde est d'accord avec l'idée que le parc de Montréal, le parc du complexe environnemental de Saint-Michel et l'élite sportive et des événements sportifs de grande envergure métropolitaine n'est pas seulement une responsabilité de la ville de Montréal, mais l'ensemble de l'agglomération. Et la loi le met là. Mais la gestion, chaque année, on doit légalement le donner aux responsabilités des conseils municipaux. Ma question est la suivante. 2021 va être 20 ans depuis la création de la nouvelle ville, la nouvelle modèle de gouvernance et l'agglomération. J'étais ici avant que l'agglomération existait. On avait une communauté urbaine métropolitaine. Les relations étaient différentes, les instances étaient différentes aussi. Ma question est la suivante. Est-ce que l'administration est ouverte à une étude, une consultation à la population sur le modèle gouvernance de l'agglomération? Ça comporte pour moi beaucoup d'aspects. Une est la nécessité de voter des motions comme ça chaque année ou de réécrire la loi pour effectivement reconnaître le fait que c'est une responsabilité agglomération, mais ça doit relever du conseil municipal du Montréal sans une motion comme ça, mais aussi sur la structure de le conseil municipal, les relations entre le conseil, les arrondissements, l'existence des conseillers d'arrondissement qui existent dans certains arrondissements, mais pas dans les autres, et effectivement de donner les Montréalais un mot à dire. Une forme de contrôle de qualité démocratique après de 20 ans est de laisser les gens à parler. Est-ce qu'il appuie la structure que nous avons? J'entends de beaucoup de Montréalais qui ne pensent pas que notre système de gouvernance est efficace, qui peut être soit peaufiné ou soit modifié d'une manière substantielle pour valoriser vraiment le rôle des élus. Actuellement, dans notre système de parti politique, avec le plus grand conseil en Amérique du Nord, effectivement, l'élu individuel n'a pas grand pouvoir. Ça, c'est une réalité de notre fonctionnement. Donc, Madame la Présidente, je pose la question dans le contexte d'une motion qui revient année après année, parce que légalement, c'est obligé de venir. J'aimerais savoir si pour cette administration, status quo, ça marche et aucun besoin de permettre les Montréalais de s'exprimer, ou est-ce que l'administration sera ouverte à une étude, soit par une commission de conseil ou l'Office de consultation publique sur cette question? Je pose cette question parce que pour les nouveaux élus ici, bientôt, ce conseil va être saisi d'une proposition sur la carte électorale et le cadre électoral qui va gouverner notre fonction pour novembre 2021. Madame la Présidente, peut-être parmi mes collègues, ils ne savent pas qu'effectivement, on est obligé de faire cet exercice en 18 mois avant l'élection de 2021. Et dans les derniers quelques cycles, ce qui est arrivé, une proposition déposée par l'administration, effectivement, c'est le président d'élection qui a fait la proposition. Le président était le greffier dans le rôle de président d'élection. Il n'y a pas grande consultation publique. Les gens avaient, c'est vrai, la possibilité de faire une objection. Et les derniers quelques cycles, il n'y était pas les 500 signatures nécessaires pour déclencher une réunion. J'aimerais savoir, dans le contexte de gouvernance, est-ce que l'administration va donner les Montréalais le mot à dire ou est-ce que tout ça va être sec, bureaucratique
pas vraiment un débat sociétal sur notre modèle de gouvernance et va passer inaperçu. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Rotran. La parole à Mme Lavigne-Lalonde. Merci, Madame la Présidente. J'interviens sur le 3004, donc le mandat à la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Je pense que j'ai dit le nom de la Commission au complet. Donc, on dépose on donne le mandat en fait d'étudier le plan directeur de gestion des matières résiduelles, plan dont on est très très fiers. On s'est fixé des objectifs ambitieux encore une fois dans ce plan-là, c'est-à-dire d'aller au-delà des engagements qu'on a pris au C40 et de détourner 85% des matières qu'on collecte de l'enfouissement. On sait que le site principal d'enfouissement de la Ville de Montréal, qui est à Terrebonne, devra fermer en 2029. Donc, ça nous laisse 10 ans pour trouver des solutions. Et c'est ce qu'on fait avec le plan qu'on dépose à la Commission. Ce plan-là est en cohérence avec, évidemment, les enjeux climatiques et aussi en lien avec d'autres éléments importants. La mairesse mentionnait tout à l'heure l'importance de laisser personne derrière dans cette transition-là. Et je pense que c'est aussi à ça qu'on s'attaque dans le plan par différentes actions que je vais vous parler. Et aussi, au-delà des changements climatiques, de l'aspect GES, gaz à effet de serre, il y a aussi toute la question de la destruction du territoire. Plus on consomme, plus on produit de matière, plus ça a un impact aussi sur les territoires chez nous, mais à travers le monde aussi. Donc, on essaie d'avoir le plus grand impact avec ce qu'on peut faire chez nous localement. Dans ce plan-là, on vient réellement réintroduire, reprioriser la hiérarchie des 3 RVE. On entend souvent parler de ça, mais donc on s'est vraiment basé dans ce plan-là avec l'objectif de réduire ce que l'on produit comme matière résiduelle. Ce n'était pas clairement indiqué dans les plans précédents. C'était une demande aussi du milieu, des gens qui travaillent dans le domaine, qui nous disaient au-delà de bien recycler, de poser le bon geste, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler à essayer de réduire ce qu'on produit comme matière? C'est un message qu'on a entendu, avec lequel on est absolument d'accord et qu'on a choisi d'intégrer comme premier pilier là, de ce plan-là. Donc, réduire, réutiliser, par la suite recycler, valoriser, et si réellement on est arrivé au bout de tout ça, on ira à l'élimination. Mais vraiment, pour nous, dans ce plan, c'est la dernière et ultime étape. Pour y arriver, on a déjà annoncé quelques éléments. On a annoncé à l'automne dernier notre intention de déposer au printemps un règlement pour interdire les plastiques à usage unique. Dans ce plan-là, on demande à chaque habitant de réduire de 10 kilos la quantité de matière qu'il génère par année. Pour ça, oui, il faut qu'on fasse de la sensibilisation, de l'éducation, mais on pense aussi qu'on a un rôle à jouer. Avec des règlements comme celui-là, on vient faciliter la tâche des gens. S'ils n'ont plus de verres en plastique, de barquettes de styromousse à jeter, on vient les aider à atteindre ces objectifs-là. On a aussi décidé de s'attaquer à 2 éléments vraiment importants qui étaient aussi une demande du milieu et qui, pour nous, était très important parce que ça a un impact environnemental, mais aussi un impact social. C'est la question du gaspillage alimentaire et la question du fast fashion, le gaspillage des vêtements. Produire de la nourriture, produire des emballages pour distribuer cette nourriture, produire des vêtements, c'est des coûts environnementaux incroyables. L'industrie de la mode est un des générateurs de pollution le plus grand à travers le monde. Ça a des impacts sur nos terres, sur nos sols, sur nos eaux. Donc, on pensait vraiment qu'il fallait qu'on réussisse à s'attaquer à ça. Et on a encore aujourd'hui plusieurs familles à Montréal qui ont de la difficulté à faire l'épicerie, à nourrir les enfants le matin pour qu'ils aillent à l'école et qui ont de la difficulté aussi à s'assurer que les enfants ont des vêtements adéquats pour l'ensemble des saisons. On sait qu'on a des hivers plutôt frais au Québec. Donc, en s'attaquant réellement à ces 2 éléments-là, on vient répondre oui, à un enjeu environnemental, mais un enjeu social, parce que ce qu'on demande dans ce plan-là, c'est les grandes bannières, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des commerces de vêtements. Ce qu'on leur dit, c'est vous ne pourrez plus jeter ces éléments-là à la poubelle. Vous devrez donc travailler avec des partenaires à grande échelle, des partenaires locaux, pour s'assurer que ce qui est encore portable ou ce qui est encore mangeable soit redistribué aux gens qui en ont besoin. Si ce n'est pas possible, on va trouver des filières pour que ce soit valorisé, soit en transformant la nourriture, soit en la compostant, ou avec les vêtements, en travaillant avec nos partenaires à Québec pour voir si on ne peut pas développer d'autres filières. Il faut savoir qu'au Québec, on est la seule province au Canada qui ne peut pas utiliser les vêtements, en fait, des matières
qui ne sont pas neuves pour faire du rembourrage. Donc, on pourrait trouver d'autres filières pour ces vêtements-là plutôt que simplement les produire, les déchirer et les mettre à la poubelle, ce qui est absolument un non-sens pour nous. J'ai juste 5 minutes, hein? Non? J'ai plus? Bon, parfait, je n'en ai pas pour si longtemps. Et une autre façon, donc, quand je disais on veut aider les citoyens à pouvoir atteindre les objectifs qu'on leur fixe là-dedans, de réduire de 10 kilos par année par habitant les matières qu'ils génèrent, on va déposer quelques règlements, comme je viens de vous le mentionner, mais on va aussi se donner la latitude avec ce plan-là de pouvoir développer des projets pilotes. On sait qu'on a des cadres bâtis absolument différents d'un bout à l'autre de notre ville et on pense que d'appliquer une seule mesure pour l'ensemble du cadre bâti, c'est probablement pas la façon la plus optimale de faire. Déployer des grandes mesures comme ça, c'est à grands frais. Et quand on se rend compte par la suite que c'était peut-être pas la bonne solution, c'est encore des coûts. Donc, on se donne cette flexibilité de pouvoir tester des outils de collecte, de pouvoir tester des différents projets pilotes. Et on va déployer une collecte de compost dans 22 écoles dès cette année sur le territoire parce qu'on sait aussi que si on veut que les choses changent, souvent ça passe par les enfants qui ont déjà cette volonté d'agir et qui demandent que ces actions-là soient posées. Donc, on va faire des projets pilotes dans 22 écoles pour aller ramasser le compost, pour voir comment ça fonctionne, puis savoir après ça si on pourrait le déployer à l'ensemble du territoire. C'est l'objectif qu'on se fixe en 2025 avec ce plan. Donc, voilà différentes mesures qu'on a mis dans ce plan-là pour répondre aux grandes ambitions qu'on se donne à Montréal. Donc, le plan est envoyé par le mandat qu'on donne aujourd'hui à la Commission. J'ai en pleinement confiance en cette commission pour nous proposer des recommandations qui vont nous permettre vraiment d'aller chercher peut-être des éléments qui manquent un peu de précision, peut-être encore, pour vraiment voir comment on va appliquer toutes ces mesures-là qu'on met de l'avant. Et donc, merci d'avance aux membres de la Commission qui devront travailler là-dessus. Je sais que vous avez un automne et probablement un hiver très, très chargé avec l'ensemble des sujets qui vous occupent actuellement avec la Commission sur les circulaires. Donc, merci d'avance pour le travail que vous faites et on a très hâte de lire vos recommandations. Merci. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. La parole à M. Miele. Merci, Madame la Présidente. Bien, on accueille évidemment favorablement le fait que la Commission soit mandatée. D'ici les prochaines semaines, on aura ce mandat de pouvoir procéder à la consultation publique du plan directeur. Une deuxième occasion aussi pour les Montréalais, parce que pas plus tard qu'il y a quelques mois, au mois de mai, la CMM tenait sa consultation publique également sur le plan directeur en ce qui concerne donc tout le territoire de la CMM. Plusieurs élus de cette enceinte y siégeaient également. Des recommandations de la Commission de l'environnement de la CMM ont vu le jour justement pour le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles et nous attendions avec grand intérêt ce plan directeur et on souhaite évidemment que cette commission, la nôtre cette fois, on lui souhaite un bon travail et surtout on invite les Montréalais à bien se préparer. Il y a des enjeux majeurs, ne serait-ce que pour le compost, la collecte des matières compostables pour le neuf logements et plus. On pense à plusieurs autres enjeux dont la responsable du dossier a fait part. Alors, nous souhaitons, évidemment, nous accueillons plutôt très favorablement ce mandat. Merci. Merci beaucoup. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, cela nous amène au chapitre 42. Et je vais réunir, appuyé de mon collègue Ouellet, les items 4201 et 4202. En 4201, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 pour le financement de la mise en œuvre du plan d'action contre la grille du frêne dans les milieux boisés et les grands parcs. Et en 4202, on adopte un règlement intérieur du Conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoir du Conseil d'agglomération au comité exécutif relativement à l'octroi de tout contrat requis aux fins de la réparation de la conduite d'aqueduc principale de 2100 mm située en bordure de l'autoroute Ville-Marie. Merci. Monsieur Miele, à vous la parole. Un simple mot sur le 80-4202 pour réitérer, rappeler que l'opposition officielle avait proposé que ce conseil soit informé
l'ensemble des membres du Conseil ait une séance d'information ou éventuellement une plénière suite au dépôt du bilan de tous les contrats et achats qui auront été faits suite à ça. Merci. Merci, M. Miele. M. Ouellet. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique, je l'avais déjà mentionné lors de la séance extraordinaire et je vous le répète ici en Conseil. Oui, tout à fait, quand il va y avoir, probablement dans le mois de décembre, donc le prochain gros contrat pour la suite, parce que là, en fait, on met un 30 pouces temporaire et là, il va falloir vraiment réparer le 84 pouces, le 2100 mm. Donc, probablement une séance d'information parce que ça permet à la fois de réunir les membres des Véliers et les membres du conseil municipal. Sinon, il faut doubler l'ensemble des procédures. Merci. Merci, M. Ouellet. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, je vais reporter l'item 5101 de l'AGLO plus tard dans la séance, puis probablement que je le jumellerai au 51, Parfait. Au chapitre 51 du conseil municipal pour les lier ensemble. Ça va être plus simple. Alors, cela nous a... Au chapitre 20 du conseil municipal. J'avais aucune raison de m'asseoir. Cela nous amène à la page 6. Au chapitre 20 du conseil municipal et je vais réunir, toujours appelé de mon collègue Ouellet, les items 2001 à 2005. En 2001, on approuve un projet de premier amendement au bail intervenu entre la Ville de Montréal et le complexe Place Crémazie. En 2002, on approuve un projet de bail par lequel la Ville loue à Centre de la petite enfance Fleur de Macadam 2 locaux. En 2003, on approuve un projet de bail par lequel la Ville loue à l'atelier d'artisanat du centre-ville des locaux au 3680 Jeanne-Mance. En 2004, on conclut une entente cadre avec Techmix, division de Beauval, pour des enrobés bitumineux. Et en 2005, on accorde un contrat à gestion industrielle maintenance, MEN, pour les services d'exploitation et d'entretien d'une chute à neige mécanisée du lieu d'élimination de la neige Jules Poitras. Merci, M. le leader. C'est adopté. Je vais réunir, Madame la Présidente, les items 26 à 20. En 26, on décrète l'acquisition par expropriation par tout autre moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard P9 du lot 2 213 818 du cadastre du Québec. En 2007, on fait exactement la même chose, mais pour le lot 2 217 044 du cadastre du Québec. En 2008, c'est toujours le même type de sommaire décisionnel, mais cette fois pour le lot 2 213 510 du cadastre du Québec. Et en 2009, c'est encore des expropriations sur toute la longueur en front du boulevard P9 de 10 lots. Et là, je ne les lirai pas tous, ils sont au sommaire décisionnel. En 2010, on accorde un contrat à déneigement Cirbo pour des services de transport de la neige. Merci, M. le leader. La parole à Mme Black. Alors, j'interviens sur le point 2006 à 2009. Alors, Madame la Présidente, mon intervention fait rapport à ces 3 points, en fait 4 points. Le rapport fait par Transport Québec et par l'entreprise Ciment en 2014 et 2019 sont clairs. Les stationnements en peigne situés devant plusieurs commerces du boulevard P9 entraînent des manœuvres dangereuses. En effet, les automobilistes ont actuellement tendance à reculer vers les voies tout en passant par-dessus le trottoir. La manœuvre conduit à d'importants risques de collision avec les piétons et cyclistes. Dans les circonstances de travaux du SRB P9, notre formation comprend la pertinence et les raisons de ces acquisitions. Ainsi, on ne peut pas s'opposer à l'expropriation de ces terrains. Toutefois, notre formation s'inquiète des conséquences qu'auront ces expropriations sur nos commerces locaux. Diminution de l'achalandage, inquiétude des commerçants, qu'avec le chantier, avec le chantier du SRB qui est en travaux, ceux-ci souffrent déjà tant au niveau de leur capacité d'attraction de leur clientèle qu'au niveau de la communication déficiente avec la Ville et la STM. À Montréal-Nord, il faut savoir que c'est toute une bande commerciale qui est visée par sur P9. Ce sont 14 commerces qui perdront leur stationnement en marge avant. Plusieurs de ces commerçants sont propriétaires et occupants des bâtiments, et ce, pour certains, en fait, ça fait plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est un avantage qui est concurrentiel, qui est acquis depuis plusieurs années, comme je disais, des fois, voire même une décennie. Il s'agit ici de près de 50 emplois qui sont potentiellement à risque. L'étude 2019 de CIMA Plus offre des pistes de solutions à la fois pour les commerces et les clients de ces institutions, notamment une proposition d'un stationnement parallèle à la voie et séparé par le trottoir. Cette proposition permet le maintien de places de stationnement tout en offrant une sécurité additionnelle aux piétons.
Cima Plus juge cette proposition tout à fait acceptable en termes de sécurité routière. Ce type d'arrangement pourrait être un exemple de stationnement alternatif pour la majorité des sites problématiques. Est-ce que l'administration peut s'engager aujourd'hui à mettre de l'avant ces propositions? On comprend que les propriétaires et les commerçants n'ont pas été informés. Aujourd'hui, ils apprennent que la Ville a l'intention d'acquérir une partie de leurs immeubles par voie d'expropriation. Quelle sera leur réaction? Quelle sera leur réaction lorsqu'ils apprendront surtout qu'ils perdront l'un des avantages ou attraits commerciaux, soit celui de l'accessibilité à leur commerce via des espaces de stationnement directement en façade de celui-ci? On peut facilement deviner que pour la plupart, ce ne sera vraiment pas une bonne nouvelle. Quel impact anticiperont-ils sur leur chiffre d'affaires et la santé économique de leur business? Voudront-ils fermer définitivement, déménager leur commerce ailleurs sur le territoire ou encore rénover et contextualiser leur commerce actuel et rester sur P9? Toutes les questions se posent. On espère que les conséquences ne seront pas trop dommageables pour nos citoyens corporatifs. On espère qu'ils verront cette nouvelle comme une occasion pour renouveler leurs propositions d'affaires en contexte commercial d'aujourd'hui. Certains programmes sont là pour les soutenir dans ce sens, comme par exemple le PRAM Commerce. Toutefois, les programmes d'aide au commerce actuels ne soutiennent que ceux qui auront choisi de continuer d'opérer leur commerce à l'endroit actuel. Pour ceux qui devront être localisés, et encore plus ceux qui fermeront leurs portes, cette aide financière leur sera réellement inutile. Il faut être responsable et soucieux de l'avenir de nos commerces. Il se peut que certains d'entre eux ne puissent pas absorber à la fois les coûts des travaux du SRB et celui de la perte de cet espace-là devant leur commerce. La Ville doit tout faire en son pouvoir pour retenir et développer les espaces commerciaux de qualité. Les lieux touchés sont des commerces de proximité, des commerces fréquentés tous les jours par les Nord-Montréalais et par les Michelois. Cela nous amène une question, ou deux, ou quelques-unes néanmoins. La Ville a-t-elle prévu un soutien spécifique pour ces commerces qui subiront l'expropriation? A-t-elle réfléchi aux conséquences économiques et sociales engendrées par cette expropriation? Comment les commerces seront-ils mis au courant? Est-ce qu'ils vont l'apprendre dans les journaux tout simplement? Et qu'est-ce que l'administration attend offrir comme soutien? Et là, je vais vous en nommer quelques-uns, ceux de Montréal-Nord, à Capri-Fleuris, Chèque Express, Nettoyeur Daou, Restaurant Goûter Caraïbes, Centre des viandes Yasenza. Pour Saint-Michel, le marché Wang Prabang, voilà. Au salon de coiffure Revive, il y avait un petit peu de difficulté là. À la pâtisserie Al-Karam, au restaurant Jérusalem, au marché haïtien, au salon de coiffure Les Anges La Victoire ou encore les sites religieux Trong Tui et l'église du Rocher. Comment allons-nous aider ces commerces? Si M. Baudry et son administration n'ont rien prévu, on a des suggestions à leur faire. Alors, tout d'abord, développer un programme de relocalisation des commerces lors d'expropriation, et ce, à l'échelle de la Ville, pas seulement pour Montréal-Nord ou Saint-Michel. Également, vous pourriez mettre en place un soutien spécifique, en plus des programmes existants, pour attirer de nouveaux occupants dans ces locaux qui risquent de devenir vacants à la suite de telles opérations d'expropriation ou de chantiers majeurs. En terminant, j'aimerais inviter tous les élus de cette Chambre et mes concitoyens à soutenir ces commerces ainsi que tous ceux qui sont sur le boulevard P9 parce qu'on le sait, les travaux sont particulièrement difficiles et on sent qu'ils s'essoufflent, alors il faut continuer à leur envoyer un message positif. Merci. Merci, Mme Black. La parole à M. Guay. Merci, Madame la Présidente. Mon intervention va se faire sur le 20.10. Alors, Madame la Présidente, ce contrat fait suite aux 4 contrats de transport de neige qui ont été octroyés entre le Conseil municipal du mois d'août et le Conseil du mois de septembre dernier. Un dernier lot dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville ne s'était toujours pas vu octroyer de contrat, puisque le plus bas soumissionnaire conforme, les entreprises KL Mainville, proposait alors des prix de 546 % plus élevés que les dernières estimations de la Ville. La situation avec cette entreprise est d'ailleurs très inquiétante, Madame la Présidente. Ce mois-ci, l'entreprise Cirbo, incorporée, à qui l'on octroie le contrat, propose un prix de 151 % plus élevé que la dernière estimation de la Ville. Ça reste, malheureusement, un prix beaucoup trop élevé. J'aimerais savoir sur quelle méthodologie se fondent les services de la Ville pour faire leur estimation. Si les services se fondent sur le prix unitaire de l'année passée, autant vous dire qu'il y a un souci avec les prix que l'on reçoit actuellement. M. Parenteau disait au Conseil dernier,
Et je le cite, « On traverse une crise ponctuelle. On espère retrouver une situation meilleure, retrouver une meilleure compétitivité dans 2 ans afin d'économiser à terme. » Force est de constater, Madame la Présidente, que ce n'est pas une crise ponctuelle, puisque des écarts de ce type dans les contrats de déneigement, on en a déjà subi l'an dernier, en 2018. Il y a clairement un problème dans la gestion du déneigement par l'administration. L'hiver approche à grands pas et il faut un certain délai aux équipes de déneigement afin de se préparer. Le rapport du BIG sur les pratiques de déneigement de la Ville de Montréal recommandait qu'il fallait déterminer un délai minimum pour avoir assez de temps pour planifier et organiser les opérations. En parallèle, nous pouvons lire dans le sommaire décisionnel l'octroi du contrat avant l'automne permettra à la Ville d'effectuer l'enregistrement de tous les camions des entrepreneurs. Avant l'automne, Madame la Présidente. Alors, à 1 mois après le début de l'automne et à moins d'1 mois avant le début du contrat, on ne peut pas parler de délai raisonnable. On espère donc que la Ville pourra effectuer à temps l'enregistrement de tous les camions. Il en va de la capacité du transport de la neige au lieu d'élimination de la neige. Il en va aussi de la qualité des services rendus aux citoyens. Et tant qu'à y être, Madame la Présidente, je vais me permettre, puisqu'il est question de transport de la neige, de revenir encore une fois sur l'enjeu des bords latérales, soit l'enjeu de sécurité. En septembre dernier, M. Parenteau rapportait que les barres latérales sur les camions avaient, et je le cite encore, un impact tellement minime en ce moment qu'on peut aller de l'avant plus largement. M. Parenteau parlait alors de détecteurs, de miroirs, etc. Bref, un ensemble de solutions proposées, mais il n'y a toujours aucune prise de décision. L'administration aurait demandé aux différents gouvernements d'agir en ce sens. Vous apprenez aussi M. Parenteau. M. Parenteau, est-ce que vous avez reçu des réponses de ces gouvernements? Ce que l'on comprend en tout cas, c'est que cette administration ne va pas prendre de lead dans cet enjeu. Un enjeu plus que pressant. Un enjeu de sécurité, Madame la Présidente. Alors, Vision Zéro ne doit pas rimer avec zéro action. En conclusion, nous allons de l'avant avec ce dossier car il est hors de question de remettre la cause le début des opérations de déneigement. Par contre, nous sommes inquiets de voir que la gestion et les enjeux liés au déneigement ne sont pas pris entièrement en considération par cette administration. Merci, M. Gay. La parole à M. Ouellet. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique 2006 à 2009, suite aux commentaires de la mairesse Black. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est quand même bien été mentionné, les expropriations pour non-accès. Donc, dans le fond, on n'exproprie pas le bâtiment, c'est vraiment les fameux stationnements en peigne qui sont en façade des bâtiments. Et je tiens à spécifier, ce n'est pas sur tout le long des bâtiments, le long de P9, c'était vraiment à côté des différentes stations du SRB P9, parce que là, le volume de piétons va être plus important. Il y avait vraiment des problématiques de sécurité importantes. Pour chacun des cas, parce qu'il y en avait également dans mon district, il y en avait en fait là, dans le district de M. Corville, évidemment dans Montréal-Nord, dans mon district également. Donc, dans Rosemont, il n'y a pas vraiment de commerce, donc c'est plus ils n'ont pas eu ce même problématique. Mais sur tout le long du tracé, il y a eu une analyse cas par cas. Dans certains cas, on a réussi à trouver des solutions assez simples pour remédier à ça. Mais par contre, dans ces cas-ci qui sont plus complexes, on a vraiment évalué les différentes options, dont des fois des solutions, comme vous avez mentionné, de faire une espèce de rue parallèle, mais ça venait extrêmement diminuer le nombre de stationnements dans tous les cas, donc il avait quand même fallu compenser. Et de toute façon, ça causait d'autres problèmes. Donc finalement, la décision que vous voyez aujourd'hui, c'est spécifiquement pour ces cas-là. Il faut savoir également que, oui, malheureusement, c'est normal que les différents propriétaires n'ont pas reçu d'avis parce qu'il faut d'abord officiellement le voter. C'est ça le processus officiel. Mais dès qu'évidemment, ça va être entériné, évidemment, le service du contentieux de la Ville, je ne sais pas exactement si c'est par huissier ou pas, mais en tout cas par communication officielle, vont transmettre à chacun des propriétaires, j'imagine également à chacun des locataires. Il faut savoir qu'avec mon collègue Baudry, on a quand même des programmes extrêmement intéressants, qui sont déjà en place d'ailleurs, pas juste pour ceux qui se font exproprier leur stationnement en façade, mais pour l'ensemble au niveau du PRAM Commerce, PRAM Artère en chantier. Il y a aussi les nouveaux PME. C'est pas le même dans Montréal-Nord et dans Saint-Michel, mais je veux dire, chacun maintenant, ils ont des ressources internes pour être capables d'accompagner
les commerces, être capable aussi d'accompagner pour peut-être changer aussi la vocation du commerce. Il faut savoir que le plus gros gain pour ces commerçants-là, c'est le SRB lui-même. Et s'ils se font exproprier présentement certaines cases de stationnement, c'est parce qu'ils sont situés à côté d'une station d'autobus. Donc, ça va être extrêmement stratégique en termes d'accès à des nouveaux clients et aussi d'accès pour faciliter aussi pour les employés. Hein, parce qu'on le sait, là, c'est de plus en plus difficile d'attirer des employés. Donc, d'avoir accès jusqu'à 70 000 personnes par jour sur le tronçon, c'est quand même un avantage indéniable. Il faut savoir aussi qu'il y a probablement plusieurs propriétaires qui vont peut-être décider, suite à cette expropriation-là, qui vont être quand même compensés monétairement, de peut-être aussi revoir même le cadre bâti pour justement profiter de l'arrivée du futur SRB P9. Donc, ça va être des décisions individuelles qui vont être faites par chacun des propriétaires des lots visés. C'est quand même une opportunité. Peut-être qu'il l'aurait fait de toute façon, mais là, on suit la procédure étant donné que c'est trop dangereux présentement. Donc, je ne sais pas si ça répond à l'ensemble de vos préoccupations. Donc, oui, on va accompagner les commerçants. Il n'y aura pas nécessairement de programme spécifique pour ces commerçants-là, mais il faut savoir que l'ensemble des cases sont compensées par expropriation, sont vraiment compensées pour la valeur réelle estimée par les estimateurs. Et ça, c'est dans chacun des cas. Merci. Merci, M. Ouellet. M. Parenteau. Ah ben, après le lunch. Merci. Alors, on se revoit à 14 h. Bon dîner. Ah oui, excusez-moi, avant de vous laisser partir, j'ai un petit mot important à vous faire. Donc, il y a une petite campagne Centraide. Dès que vous sortez de la salle du conseil municipal, c'est la vente de moitié-moitié. Et donc, c'est pour le dîner. Tout le personnel de l'hôtel de ville a cuisiné une 50aine de plats à goûter, une grande vente de garage et des plantes. Alors, dès que vous sortez, je vous invite à aller leur rendre visite. Bon dîner, merci. C'est aujourd'hui et demain. Merci, Manon.